Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il ne reste quasiment plus une chaise de libre un dimanche matin à 10h30, à l'heure de la messe en plus. C'est vraiment des mécréants. Mais c'est pour le plus grand plaisir de cette fête de la littérature qui est le livre sur la place, avec des autrices qui la servent merveilleusement. Si on a une belle rentrée, c'est grâce aussi à des livres comme ceux de Laurence Pot-Bonneville, Jean-Luc et Jean-Claude, publiés aux éditions Verdier, qui est prix Stanislas. Donc elle est à vous. Et puis grâce aussi à Un chien à ma table de Claudie Hunsinger, publié aux éditions Grasset. Et on reste un peu dans la même animalité. Sandrine Colette, On était des loups, publié aux éditions Lattès. Toutes les trois, vous êtes rassemblées autour d'un titre qui est Ce qui nous reste d'humanité, autour de la question du sauvage, de la nature, de la folie peut-être, en tout cas je ne suis pas sûre que ce soit la folie, mais peut-être que c'est le renfermement dans une logique intérieure qui prend certains de vos personnages pour les isoler ou les sortir d'un monde dont ils ne se sentent pas faire partie. Là, je suis en train de penser à vos personnages, Claudie. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots, puisque nous sommes en rentrée littéraire et que au mois d'avril, bien sûr, tout le monde aurait lu vos livres, mais là, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que je vais vous demander à chacune de nous faire un tout petit résumé ou une entrée dans votre livre? Je peux le faire. Donc, si vous vous trompez, je rectifierai. Je préfère que ce soit vous qui le fassiez quand même. Oui. Voilà. Et je pense, oui, c'est bien. Oui, c'est l'histoire d'un couple vieillissant qui habite à la lisière de la forêt, entre le monde du village et le monde de la forêt, qui voit débarquer un soir, surgir une petite chienne. Voilà, il y a 3 personnages, le couple, la petite chienne. Et vous voulez que je raconte un peu plus le thème? Alors, peut-être que ça pourrait... Oui, vous pourriez nous dire de quelle manière ils ont choisi de vivre leur quotidien. Et puis nous expliquer aussi le nom de cette petite chienne. Voilà. Alors, cette petite chienne est arrivée un soir, traînant une chaîne derrière son cou et derrière elle, et mal en point. Et la narratrice, Sophie, une sorte de double de moi-même, mais un double de rêve, c'est-à-dire pas tout à fait moi, un être composite fait de moi et d'autres éléments. Sophie la soigne et elle l'appelle hélico tellement elle semble venir du monde violent de la société, le monde dont elle est partie depuis longtemps. Elle s'est installée à l'écart, donc à la lisière, à la forêt. Cette petite chienne arrive, traînant une chaîne et traînant la violence du monde qu'elle a fui, du monde de la société des êtres humains. Et Sophie, aussitôt, dans un double mouvement, un mouvement d'approbation, de confiance vers la petite chienne, l'appelle « Yes ». Et en même temps, cette petite chienne semble elle aussi dire « Yes » à celle qui va la soigner et l'adopter. Donc c'est l'histoire de l'irruption d'une petite chienne, une bombe d'énergie, dans la vie d'un couple à l'écart de la forêt qui s'est en quelque sorte mise à l'écart de la violence de la société. La petite chienne apporte dans un premier temps avec elle cette violence. Elle est l'irruption de la violence de la société. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout le dilemme de Sophie, la narratrice, qui est romancière, au début du livre. Est-ce qu'elle va suivre Sophie? Est-ce qu'elle va suivre Yes? Est-ce qu'elle va aller du côté du dark net de la société, des violences faites aux animaux, de la zoophilie, des crimes sexuels envers aussi bien les enfants que les petites chiennes, un sujet très, très contemporain? Et puis elle dit non. Cela aurait été possible d'écrire un livre là-dessus, un livre très contemporain, mais soudain,
tandis qu'elle a fini de la soigner, le reflet de la petite chienne se dessine sur la porte vitrée, au-dessus de la prairie derrière, en reflet, et il lui semble à Sophie que c'est toute une histoire très différente qu'elle a à raconter, l'histoire d'une amitié entre une femme âgée et une petite chienne qui est une bombe d'énergie. On reviendra, merci Claudie, on reviendra ensuite sur les développements, mais il y a dans votre livre quelque chose d'une abolition entre les frontières, oui. Comme si dans ce monde-là, des bois bannis, puisqu'elle habite un lieu qui s'appelle les bois bannis, donc où personne ne va, il y a la possibilité de recréer un monde avec d'autres codes et où finalement l'animalité, où elle concerne tout le monde, où elle ne concerne plus personne. Il y a en tout cas une mise à égalité absolue entre les êtres. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le sujet qui m'a intéressée dans ce livre. C'est observer, raconter, approfondir ce lien qui, d'emblée, au bout de... Moi, ça fait 55 ans que je vis dans la forêt. Au bout de 55 ans, quelque chose vous change. Et empiriquement, on est bourré d'expériences. Bourré d'autres expériences que celles de la société, que celles qu'on observe quand on côtoie d'autres êtres humains. Quand on vit un peu en ermite dans la forêt, les frontières, on s'aperçoit que les frontières bougent et peut-être même qu'elles n'existent pas entre le vivant. On s'aperçoit que l'être humain, sans renier du tout son humanité, la narratrice, sans renier du tout le fait qu'elle se sent être une femme, un être humain, sent qu'elle va s'augmenter ou qu'elle s'est augmentée au bout de ses 50 ans de vie dans la forêt, de tout autre monde, et qu'elle a aboli les limites entre le monde animal, le monde humain, le monde humain, le monde végétal, qu'elle s'est tout simplement élargie. Donc, aucune abolition de l'être humain, aucun reniement de l'humanisme, mais un élargissement de celui-ci. S'en tenir à l'espèce humaine, c'est quand même un peu restreint, pense-t-elle. Merci Claudie, c'est une entrée tout de suite en profondeur qu'on va continuer avec Laurence et Sandrine. Sandrine, il y a autant dans le livre de Claudie, il y a cette petite chienne qui arrive et qui façonne l'entrée d'un nouveau monde, autant dans On était des loups, il y a un couple qui a choisi lui aussi de vivre loin du monde, et puis non pas l'arrivée d'un chien, mais l'arrivée d'un enfant. Et puis aussi l'arrivée d'un autre animal qui crée l'espèce de rupture et la situation du livre. Je vous laisse dire jusqu'où on doit dire les choses. Oui. Il y a effectivement, je pense, une grande proximité au départ avec le livre de Claudie, puisque c'est un couple qui s'est mis en retrait du monde, donc qui vit au fond de la forêt montagneuse. On ne saura jamais où c'est. La photo qui est sur le livre, à mon avis, illustre parfaitement là où on est. C'est peut-être le Grand Nord canadien, peut-être les Appalaches. En tout cas, c'est loin. C'est-à-dire que c'est un endroit où probablement l'hiver, on n'a plus accès au monde de toute façon. Liam, qui est un chasseur-trappeur, puisqu'on ne peut vivre que de ça là-bas, est installé là depuis qu'il a 20 ans parce qu'il a choisi de quitter la société. Et puis au hasard d'une rencontre, de temps en temps, quand on va à la ville avec un petit avion biplace, chercher de l'essence, ne serait-ce que cela, il rencontre Ava, étudiante un peu désœuvrée et qui trouve que c'est quand même assez formidable ce style de vie, donc elle la rejoint là-bas. Et effectivement, quelques années plus tard, il y a ce petit garçon qui naît, que Liam n'a pas demandé, mais qu'il accepte, qu'il accueille, tout en sachant qu'il ne s'en occupera pas. Lui, sa vie, c'est alors ce qu'il appelle les gros, donc c'est ses chevaux. C'est quelque chose, on m'a posé la question, je le dis très vite,
Les gros, c'est pas vulgaire, c'est pas parce qu'ils sont gros, etc. C'est un terme dans la ruralité extrêmement affectueux. Il y a encore plein de gens par chez moi, je vis dans le Morvan, qui, interpellant un ami, disent « Dis donc gros, passe-moi ça ». Voilà, donc les gros, c'est une proximité, c'est une affection. Donc il passe sa vie avec ses chevaux, à pister des animaux, à suivre des pistes, à dormir à la belle étoile, à être libre, enfin, vraiment. Et puis un soir, au retour de la chasse, à la lisière de la forêt, il se rend compte que quelque chose a changé, que quelque chose est différent, parce que ce petit garçon, malgré tout, chaque jour, l'attend. Au bout de la forêt, l'attend, se précipite vers lui, et il y a cette vision d'un enfant qui n'est que joie au moment de retrouver son père, et en même temps qui lui semble tellement fragile dans ce grand univers où il trébuche sur les cailloux, il trébuche dans les grandes herbes. Et le père, à chaque fois, se dit « Mon Dieu, comment est-ce que cet enfant peut vivre ici ?» Et ce soir-là, Haru n'est pas là. Je m'arrête ? Ou pas. C'est pas super sympa pour moi, mais Je peux faire le pas de plus. disons qu'il va se retrouver à s'occuper. Voilà, donc tragédie qui fait que du jour au lendemain, Liam se retrouve seul avec ce petit garçon de 5 ans et demi dont il ne sait pas s'occuper et finalement dont il ne veut pas s'occuper. Ouais. Puisque Liam, c'est un chasseur et ce n'est pas un père. Et le roman est à la fois un questionnement sur la grande nature qui nous entoure. Et alors là, vraiment, je me retrouve, qui nous façonne, qui nous influence, qui nous contamine quand on vit depuis des années là. C'est-à-dire qui efface la frontière entre l'animal qui est en nous et l'humanité. C'est juste une anecdote. Moi, je vis depuis longtemps aussi à la campagne. J'ai des chevaux et je me surprends régulièrement. Le cheval a une ouïe extrêmement sensible. Et de temps en temps, je suis avec eux et tous les chevaux, enfin tous, non, il n'y en a plus beaucoup, les chevaux écoutent parce qu'il y a des sangliers, parce qu'il y a des chevreuils parfois. Et je me surprends à tourner le regard dans la même direction parce que finalement, on fait attention aux mêmes choses. Et donc, il y a vraiment quelque chose de ça. Et le cœur du livre, c'est un questionnement sur l'instinct paternel, puisque finalement, on part du postulat, il n'y a pas d'instinct paternel. C'est quelque chose qui se construit, qui se travaille. Peut-être qu'il y a de l'amour paternel, mais au départ, chez Liam, c'est le vide absolu. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est cet enfant qui, en allant systématiquement à la rencontre de ce père qui lui demande rien et pour qui il aime terriblement sa femme, et cet enfant est l'extraction, enfin le prolongement de sa femme, mais effectivement il y a un vide. Et c'est cet enfant qui rituellement lui enseigne, l'apprivoise. Et amène la possibilité d'une paternité. J'ai l'impression qu'en fait, le sentiment filial préexiste au sentiment de parentalité. C'est compliqué parce qu'il faudrait pouvoir faire la part des choses entre la nécessité, c'est-à-dire que ce petit garçon, il est muet parce que terrifié par cet homme avec qui il se retrouve, qui effectivement est son père, mais avec qui il n'a jamais échangé grand-chose. C'est sa mère qui s'en occupe. Et Liam le dit très clairement, un enfant ici, ça ne sert à rien. C'est sa façon de l'aborder. Et dans la muetité de cet enfant qui dérange son père, il y a ce regard éperdu d'amour, effectivement, et qui n'attend qu'une chose, mais je me dirais, c'est comme cette petite chienne, ça veut dire qu'il n'attend qu'un geste de la part de l'homme, pour lui dire viens. Il y a dans un moment du texte, le père dit « Je pars en lambeaux de tristesse et je n'ai rien à offrir au môme ». En fait, il passe beaucoup de temps à justifier le fait qu'il ne l'aime pas, quand même. Et que, surtout dans le monde de la nature qu'il a choisi, une fragilité, une faiblesse est un handicap et donc doit être supprimée. Ça, c'est quelque chose de parfaitement animal, effectivement. On sait que quand vous trouvez un petit oiseau tombé du nid, c'est rarement un hasard. On peut toujours, nous quand on était enfant, on les recueillait et puis finalement ils mouraient dans une cage 3 jours plus tard.
Et s'ils sont hors du nid, c'est parce que leur mère les a jetés, parce que l'animal sait instinctivement qu'il y a un problème et que cet oiseau-là n'est pas viable. Il a une fragilité, il a une faiblesse, voilà. Et de toute façon, il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas devenir adulte. Donc, effectivement, on s'en débarrasse. Ce n'est pas cruel, c'est la nature. C'est nous qui apposons un qualificatif de cruauté dessus en disant c'est vrai que quand ailleurs, pas là, un tigre tue une antilope, c'est cruel. Non, c'est pas cruel, c'est la vie. Et en fait, la vie, on l'observe, nous, chaque jour, à chaque moment. Si vous êtes un petit peu à la campagne et que vous restez dehors le soir au moment où une autre vie commence, il n'y a pas une nuit qui se passe sans qu'il y ait des cris de mulots, de musaraignes, d'oiseaux de nuit, parce qu'ils ont été repérés par un renard, par un prédateur, par un hibou, par quoi que ce soit. Et donc la nature passe son temps à crier et à mourir, mais dans quelque chose de très normal et de très sain, qui est qu'on tue simplement pour vivre, pas pour le plaisir. Et donc ce petit garçon, pour en revenir là, cette question que se pose son père, qui est donc revenu à un niveau de l'humanité très instinctif, très animal, enfin, la question se pose vraiment, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a aussi une autre chose qui recoupe certainement des angoisses profondes qui habitent les autres personnages de cette rencontre. C'est un enfant s'est accepté de, une fois pour toutes et jusqu'à la fin de ses jours, vivre dans la peur. Est-ce que la peur n'est pas une donnée qui est une fragilité ? La peur pour autrui, hein. Pardon ? La peur pour autrui. Oui. Et Liam, le père, le dit explicitement. On voit, c'est une sorte au départ d'anti-héros. Il est dur, et il n'a jamais eu peur de rien. Et en fait, il en veut à cet enfant parce que pour la première fois, il a peur pour quelqu'un d'autre. Donc, ça induit une responsabilité qu'il avait fui jusque-là. Quelque chose de très différent. Et pour refaire toujours le lien avec l'animal, dans le monde animal, pas systématiquement, mais la plupart du temps, ce sont les mères qui protègent les petits. Quand il n'y a plus de mère, vous ne donnez pas cher de la peau d'un petit. Il y a certains oiseaux où le père ne s'en va pas, le père continue à nourrir, à protéger, voilà, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est la mère et il en est là. C'est-à-dire, finalement, on est dans une situation, pour lui, qui est contre nature. Alors c'est un petit peu moins la nature dans le livre de Laurence Pot-Bonneville, mais c'est quand même très largement l'environnement et la manière dont on déjoue le réel tel qu'il nous est proposé pour en faire autre chose. Vos deux héros, alors franchement sur votre couverture, c'est Jean-Luc et Jean-Claude, mais ça aurait pu être Jean-Luc, Jean-Claude et Florent. Alors vous allez peut-être nous parler de ces trois personnages dans un premier temps. Merci de parler de Florent parce que c'est un des personnages qui m'importe beaucoup et que j'avais envie de sauver dans cette histoire. Alors, en quelques mots, l'histoire, nous sommes jeudi dans un petit bourg à la lisière de la baie de Somme. Donc effectivement dans un environnement qui est aux frontières de la nature, mais aussi qui est un environnement assez banal, un peu périurbain. Et dans ce petit bourg, on est dans un café et Jean-Luc et Jean-Claude viennent pour leur rituel hebdomadaire, boire un petit coup. Jean-Luc et Jean-Claude sont deux amis et ils vivent dans un foyer d'accueil médicalisé. Dans ce café, on fait la connaissance d'un jeune homme tout blond, avec de belles baskets et une veste Adidas. Ce jeune homme semble bougon, semble noué, semble tendu. Il est d'ailleurs dans son coin, il ne demande rien à personne et surtout il veut que personne ne lui demande quoi que ce soit. Mais Jean-Luc et Jean-Claude sont comme aimantés par ce jeune homme. Et tout ça sur fond de vigilance orange. La tempête vient de passer sur le paysage. Elle a fait pas mal de dégâts.
Elle est encore dans les parages. Et la tempête est venue perturber le littoral et met en danger la colonie des phoques, ce qui cause à Jean-Claude beaucoup de soucis parce que Jean-Claude est très amoureux des phoques. Et puis voilà, il va falloir pas grand-chose, un petit grain de sable. On va refuser à Jean-Claude de valider son billet de loto au café. Et sur le fond de cette contrariété-là, la machine va se dérégler. Jean-Luc et Jean-Claude vont partir, vont être pris en voiture, en chemin par ce jeune homme qui les prend finalement en pitié parce qu'ils sont sous la pluie battante. Et ils font la route, mais en tournant le dos au foyer, sans revenir au foyer. Voilà. La mécanique va s'emballer vers une sorte d'appel du large, qui est une forme aussi de mise en danger. Il y a, alors effectivement, là on était beaucoup plus dans de l'élément, la montagne, l'aridité. Moi j'ai vraiment vu effectivement les Appalaches, mais toujours une terre rouge ou très colorée. J'ai vu beaucoup les bois, les senteurs, l'humidité, la germination, la moisissure aussi dans votre livre pour représenter la nature. Et là, en effet, il y a l'iodé, pardon, et il y a aussi un quatrième personnage qui est italique, mais qui est un vrai personnage aussi, et qui donne l'équilibre à ce livre. En fait, ces deux, Jean-Luc et Jean-Claude, c'est une espèce d'attelage un peu bancal, et finalement, Florent vient donner les empêche de tomber dans cette histoire, et puis il y a ce personnage qui enserre le tout, qui est qui d'ailleurs? Alors ce personnage qui ondoie, qui rôde, c'est une phoque. C'était mon deuxième personnage féminin dans le roman. Et c'est une phoque dont la présence fait lien aussi entre l'univers réel et cet univers perturbé par la tempête, et puis peut-être un univers plus onirique, puisque il vient faire trait d'union avec une autre femme, Yolande, qui est une vieille femme qui est témoin de cette rencontre improbable au café, qui va se faire du souci pour Jean-Luc et Jean-Claude, et en même temps dont les rêves vont être, on ne sait pas trop pourquoi, vont être habités par cette phoque. Il y a quelque chose peut-être d'un tout petit peu chamanique dans cette histoire. Oui, c'est-à-dire que vous êtes vraiment toutes les trois dans la question de la frontière entre l'animal et l'homme, et la façon dont les deux se complètent, discutent ou s'unissent. Racontez-nous un tout petit peu plus. Ils ont quand même l'un et l'autre une particularité de santé. Ils sont fragilisés par une tendance. On peut le dire très simplement, ce sont deux amis en situation de handicap, puisque les foyers d'accueil médicalisés sont des structures qui abritent et qui protègent, et parfois un peu malgré eux, des personnes en situation de handicap. Donc on devine du côté de Jean-Luc un handicap psychique, sans doute. On devine du côté de Jean-Claude quelque chose de l'ordre d'une déficience intellectuelle. Mais ce serait vraiment les réduire que de les essentialiser, les limiter à leur handicap. Mais toujours est-il qu'ils sont en situation de handicap, et donc ils n'ont pas fait le choix du retrait. Le retrait leur a été proposé pour les protéger, et c'est ce retrait dans l'enclos très protecteur du foyer qu'ils vont questionner et puis qu'ils vont envoyer un peu valdinguer pendant un certain temps. Je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas à ça. En effet, il y a ce décalage donc de leur situation psychique qui fait la poésie aussi de leur entente, parce que tous les deux forment une espèce de couple d'entente malgré les handicaps qui auraient pu les opposer ou créer de l'incompréhension. Or, pas du tout. Vous montrez qu'il y a vraiment quelque chose d'un vrai dialogue, d'une histoire entre les deux. Donc, je parlais de la santé, notamment de Jean-Claude, parce qu'il y a dans votre livre, et ça, Sandrine y est forcément sensible, il y a quelque chose de la lisière du thriller. Tout le temps. D'abord, le diabète de Jean-Claude, est-ce qu'il va mourir?
parce qu'il n'arrive pas, il a besoin d'injections régulièrement. Et ce Florent, est-ce que c'est ce type tout seul qui a du mal à tenir sa violence, vous le dites au début, et qui va ensuite prendre en autostop une jeune femme, prendre ces deux-là? Que va-t-il se passer? À chaque moment, vous nous laissez au bord de quelque chose. Oui, moi je me suis fait beaucoup de soucis pour eux. Jean-Claude, effectivement, est un grand diabétique. Jean-Luc attend son injection retard et elle est pour demain vendredi. Donc tout ça se passe dans un laps de temps resserré qui, je pense, contribue à nouer l'inquiétude. Et Florent, effectivement, je disais, il est resserré, il charrie une frustration et une violence dont on ne sait pas du tout à quoi elle va le mener. Voilà. Et il y a du côté de Jean-Luc et Jean-Claude un geste de confiance et de fascination à l'égard de Florent dont on se dit qu'il pourrait les mettre en grand danger. En fin de compte, le plus différent dans cette histoire, c'est Florent, parce qu'il est toujours décrit, voire stigmatisé, si on veut dire un mot très fort, par sa blondeur qui est radicale. Et au fond, c'est finalement peut-être le personnage le plus différent qui marque la différence dans ce texte. C'est bien possible, et je pense que c'est aussi un personnage qui s'auto-exclut. C'est le plus jeune de la bande. Voilà, vraiment sa frustration est rentrée, et il est trop blond. Il est trop blond pour être honnête dans une certaine mesure, et en même temps sa blondeur renvoie à une forme d'innocence et d'enfance. Donc vraiment, on ne sait pas trop quoi faire avec cette blondeur de Florent. Toutes les trois, je voulais vous demander la manière dont vos personnages vous sont arrivés. D'abord, si le livre est arrivé d'abord sous la forme d'un personnage ou sous une idée, une anecdote que vous aviez envie de creuser. Comment naît un personnage? Et vous disiez, Laurence, que vous étiez fait beaucoup de soucis. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de votre texte qui vous échappe quand vous écrivez. Donc c'est intéressant de savoir votre relation avec vos personnages chacune. Oh, bon, alors, Je peux embrayer sur le allez-y. souci avant de passer la parole. Alors, Jean-Luc et Jean-Claude, je les ai rencontrés. Il se trouve que mon parcours professionnel m'amène à côtoyer des personnes en situation de handicap, et il y a quelque part en terre de France un Jean-Luc et un Jean-Claude dont l'amitié m'avait bouleversée. Donc voilà, ça c'est la petite graine qui a germé. Pour Florent, pour qui je me fais tant de soucis, j'ai toujours été assez bouleversée par ces jeunes gens qu'on sentait en décalage et en colère. Voilà, pour le dire aussi, très simplement. Qui peuvent basculer. Qui peuvent basculer, et pour qui on se dit, ils ont raison d'être en colère. Ils ont raison d'être en colère, même si on ne sait pas trop contre quoi il faut être en colère, et qui peuvent effectivement basculer à leur corps défendant. Voilà. Et on se dit qu'ils sont sur une ligne de crête, et on voudrait bien que ça bascule du bon côté. Vous saviez où vous les emmeniez, Jean-Luc et Jean-Claude? Non, je savais que Jean-Claude voulait aller voir les phoques en baie de Somme, mais je ne savais pas trop comment on allait y aller ensemble. Et je ne savais pas si on allait y arriver. Et je ne vous dis rien, vous verrez bien. Ça n'en dira rien. C'est quand même construit comme un polar. Pourquoi Jean-Luc et Jean-Claude? Vous avez vraiment choisi deux prénoms qui se ressemblent terriblement. Mais je vous jure que c'était Jean-Luc et Jean-Claude. Je vous jure que c'était Jean-Luc et Jean-Claude. Ça aussi, c'était rigolo. Voilà. Et au tout début, puisque c'est mon premier roman, donc je suis quelqu'un qui n'écrit pas régulièrement. Et donc, ma première vignette, ça a été pour me souvenir de Jean-Luc et Jean-Claude. Voilà. C'était Jean-Luc et Jean-Claude. Donc, le titre, il est venu naturellement. Évident. D'accord. Oui, en effet. Après, les critiques peuvent passer beaucoup de temps à dire il y a une similitude entre les deux parce que l'auteur veut créer une sensation de finalement le handicap, tous égaux, etc. Et ce sont deux personnages qui existent. Claudie, Sophie, on ne peut pas s'empêcher de penser à la racine grecque. Sophie, la sagesse. Ah oui, c'est amusant, parce que j'aurais toujours aimé m'appeler Sophie, mais Sophie Fichini. Ah.
C'est-à-dire Vous quelqu'un- découpez les poissons rouges aussi ou non? Non. Non, parce que- enfin bref, c'est les mélanges Oui. de Sophie. Oui. Et c'est pas grave. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire Sophie Fichini, c'est l'enfance même, ce sont les bêtises, c'est l'irrévérence, c'est l'enfance proclamée. Voilà, c'est elle qui me. Et alors, comment votre personnage, vous disiez tout à l'heure que c'était un double de vous-même, mais au fond, C'est un double de moi-même, oui. C'est aussi un double. Il y a 3 personnages. Il y a Yes, la petite chienne, qui est aussi un double de mon chien. Mais il n'est pas du tout arrivé à mon chien la même histoire. Et je viens de décevoir profondément, une éditrice des livres de poche de J'ai lu, à qui j'ai appris que la petite chienne n'était jamais partie, qu'elle était là. Voilà, je pense que je construis vraiment mes romans comme des rêves. Et qu'il y a des bribes de réalité que je puise ici, chez moi, dans mon terrain. Et que c'est un rêve récurrent. Chaque livre est une autre forme de rêve, de quelque chose qui m'habite, mais qui revient différemment dans le rêve suivant. Et tantôt, ça peut être tout à fait la maison où j'habite, tout à fait un lieu pourri. Les planchers sont crevés, je m'avance dans ces planchers, ça c'est plutôt la survivance, mais tout en étant habité d'une joie profonde, parce que je sais que cette ruine m'appartient. Et je n'en reviens pas que ou la narratrice, le double du rêve, est un lieu à elle, même s'il est en ruine. Puis le rêve suivant, dans un autre livre, par exemple Les Grands Cerfs, ce sera tout à fait différent, la même maison, le même personnage. Donc la petite chienne, pour moi, a été au départ le personnage vraiment déclic, celui qui est arrivé et par qui a tout changé dans la vie de ce couple qui vieillit. Voilà, c'est cette petite chienne qui est le personnage. Je pense, je m'étais demandé, il y a une image qui m'était revenue, tout à fait d'un autre chien. Un chien qui avait surgi dans la maison, au seuil de la porte, et qui traînait en effet une chaîne cassée. Et je l'ai fait entrer, et c'est vrai qu'il était rentré dans la maison, comme pour la première fois dans la maison d'êtres humains, avec un sentiment à la fois d'humilité profonde et de peur et d'effroi. Cette scène m'était toujours restée. Donc cette scène, je l'ai reprise, tout en l'intégrant à la petite chienne de ma vie. Voilà, il y a ça, il y a cette petite chienne qui arrive. Et ce qu'il y a de curieux, je savais que je voulais écrire un livre à la suite des Grands Cerfs qui parlerait des animaux. J'avais un moment hésité entre un renard, parce que j'ai une amie romancière qui avait beaucoup écrit sur les renards vivants, Simone Jacquemart d'il y a 30 ans, on ne la connaît plus, précurseur. Donc je m'étais dit, ça va être une romancière qui va, à la suite des Grands Cerfs, s'ensauvager grâce à un renard qu'elle élèvera, qu'elle soignera. Et puis j'ai eu tout à coup envie de faire le contraire. C'est-à-dire que ce petit chien, le chien, cette image de chien, cette bribe de roman qui était arrivée chez moi, allait être à la fois très complexe et contradictoire, paradoxale. Dans un premier temps, c'est une bombe d'énergie qui va entraîner la narratrice qui se sentait vieille, qui au début du livre fait une sorte de lamento, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle ne fera plus jamais, se sent tout à fait en bout de course. Ça, c'est au début du livre. Il y a comme une impossibilité, un échec. Au début du livre, il y a un échec. La vieillesse qui est là, ça y est, elle était là. Ce petit chien, cette chienne arrive, une bombe d'énergie toute jeune, et qui va dans un premier temps l'entraîner dehors, l'entraîner de nouveau dehors, l'entraîner sans doute à commencer un nouveau livre, puisqu'elle est romancière. Mais l'entraîner jusqu'à un certain point. Parce que c'est un petit chien de berger, et qu'un chien de berger, il se sent responsable de vous, à la fois de son troupeau. J'en ai eu plusieurs, nous avons élevé des brebis, nous avons eu un troupeau, donc je sais ce que c'est un chien de berger. Un chien de berger, il fait la loi.
Un chien de berger, il règne aussi bien sur le troupeau que sur les bergers. Donc ce petit chien de berger, d'accord, il la ressort, il l'emmène dans la forêt, il lui fait faire des tours, il lui rend toute son énergie. Elle qui croyait que ça y est, c'était fini, elle était vieille, elle sent, mais il y a un autre personnage dont je parlerai, ce sont les chaussures Buffalo. Alors, Donc cette petite chienne l'entraîne, mais je crois qu'il n'y a pas plus grands humanistes que les chiens. Les chiens, ils croient en les êtres humains, ils ont confiance en eux, ils les admirent. Et cette petite chienne ne va pas tolérer que la romancière parte trop loin, sans sauvager dans la forêt, chercher à devenir animal. Elle ne le supporte pas. Elle considère que cette romancière a un rôle, écrire. Elle se met à sa table tous les soirs, elle surveille si elle écrit. Il y a des chiens qui se mettent à table et qui adorent regarder leur maître écrire, comme les chats, oui. et qui n'acceptera pas que ça se termine avant que la narratrice ait sauvé quelque chose de l'humanité. C'est effectivement ce personnage. Je pensais que vous parleriez davantage de Sophie et de Krieg, mais en fait, vous avez davantage parlé de Yes, et ça donne tout son sens au reste. Sandrine, ce personnage de Liam, d'abord, comment vous est-il venu, même question, et puis c'est un discours intérieur qui tient l'histoire. Donc vous êtes mis à la place de cet homme qui est finalement le chasseur-cueilleur de toute éternité. C'est un peu loin de vous, non? Un peu loin de moi. Oui, vous n'êtes pas, vous chassez, vous? Non, je chasse pas. Mais dans son rapport à la nature, il y a quelque chose qui me parle, c'est-à-dire dans l'idée qu'on commet une erreur monumentale en parlant de l'homme et la nature, puisque finalement la nature, c'est l'homme, enveloppe l'homme, on est dedans, et que je pense une faute sémantique de pouvoir dire parler de l'homme et de la nature. Non, Liam, c'est une sorte, pour moi, c'est une sorte de personnification de la nature, et autant il a un côté alors primaire ou primitif, brutal ou brut, tout simplement, mais il tue pour vivre, si vous voulez. Oui, pour vivre uniquement. Donc on n'est pas dans un rapport qui me choque à la chasse. Il tue de la même façon qu'un ours ou un loup va tuer, c'est simplement pour se nourrir. C'est pas juste pour jouer. Donc il n'est pas si loin de moi que ça. En revanche, c'est vrai que beaucoup de choses nous différencient, mais avec rentrer dans la tête de cet homme-là, c'était presque rentrer dans la tête d'un animal, malgré tout. C'est-à-dire un homme qui ne sait pas parler. Donc comment est-ce qu'on fait pour parler d'un homme qui ne sait pas parler? Le seul accès que j'avais, c'était de rentrer dans sa tête. Donc je rentre dans sa tête. Je me mets à sa place. Alors après, c'est la magie de l'imagination, de se demander ce qu'un père qui ne voulait pas être père peut ressentir en voyant cet enfant. Et on explore des milliers de choses émotionnelles, sensationnelles. Et notamment, c'est finalement un enfant, qu'est-ce que ça représente et jusqu'où cette espèce de pensée incohérente, désordonnée, désespérée, parce que finalement, Liam n'est pas un mauvais homme. C'est un homme désespéré d'avoir perdu sa femme et que l'équilibre qu'il a construit depuis des années, d'un coup, s'écroule. Et ça, c'est quelque chose éventuellement qui nous arrive à tous. Il y a une proximité là-dedans, même si lui, il a une vie particulière, mais finalement, ça pourrait être nous aussi. Donc je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement poétique dans son rapport à la nature, c'est-à-dire qu'il refait source, il refait racine. C'est pas l'image du néo-rural qui s'est dit tiens, je vais faire quelques légumes bio, et puis finalement, c'est dur, et je m'y attendais pas. Il est revenu là où il devait être vraiment,
Et donc il s'ancre dans cette nature-là, et quand je dis que rentrer dans sa tête, c'est presque rentrer dans la tête d'un animal ou rentrer dans la tête d'un arbre, enfin il fait partie de cet univers-là. C'est pour ça que chasser, oui, mais sa proximité, sa fusion, son ancrage dans la nature, moi, me parle énormément. Il y a l'autre personnage, qui est ce petit garçon, qui au départ est un enfant, c'est-à-dire infans, qui n'a donc pas la parole, qui est donc privé de parole, et qui, en très peu de temps, puisque le livre couvre une période assez courte, va, pas dire s'émanciper, mais va entrer davantage dans l'humanité, dans la présence, en affirmant une personnalité et en allant à la rencontre de son père autrement. Oui, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Avant tout, ce père le formule à un moment du livre, c'est le petit qui a fait de moi un homme. C'est plutôt dans ce sens-là, l'humanité fait défaut au père plus qu'à l'enfant au départ. Finalement, cet enfant ne parle pas parce qu'il attend. Parce qu'il a peur, mais aussi parce qu'il espère. Et en fait, on ne sait jamais de quel côté ça va basculer, ça bascule des deux côtés. Et il est dans l'attente, peut-être de la révélation du Père, peut-être du fait que le premier réflexe de ce père, c'est quand même de se dire, on part en voyage, on prend les chevaux, le lendemain, il enterre sa femme la nuit, et le lendemain matin, il part avec le petit. On a une semaine à cheval pour rejoindre un peu de civilisation et le laisser là-bas. Il avait un oncle et une tante, pour qu'il ait une vie un peu plus normale, pour qu'il ne soit pas dans mes pattes, très clairement. Et le petit sait instinctivement, il ne lui dit pas, mais il sait qu'on part pour se séparer. Et donc voilà, je ne sais pas où est son humanité là-dedans, mais en tout cas, je sais que la seule chose qu'il soit capable de faire pour s'opposer peut-être à cette grande violence qui est l'abandon, c'est de ne rien dire, c'est d'attendre que quelque chose arrive. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce positionnement, vous savez, parce que c'est juste un pas de côté à faire. Parfois, j'ai l'impression qu'on dit que d'un personnage ou de nous, il fait ceci, il fait cela, et moi je le vois de la même façon que si je disais il pleut, vous voyez, c'est en fait quelque chose se passe, mais c'est parce que ça arrive, c'est pas parce que je fais, oui. Ça vient. Peut-être aussi que la perception que le lecteur a de l'enfant évolue aussi en fonction de la manière dont le père pose différemment son regard sur lui. C'est le but, et en fait on se rend compte, il y a quelque chose quand même, on balance en permanence, parce que depuis le départ, quand le chasseur raconte que chaque soir son petit garçon l'attend, et qu'il y a cette espèce de cri de joie, et que chez lui à la fois ça procure une émotion intense sur laquelle il est incapable de mettre des mots, et aussi cette peur de le voir si petit dans la montagne. Bien qu'il s'en défende, il y a quelque chose qui est là déjà de l'amour, simplement ça ne se dit pas, c'est presque une honte d'aimer un enfant, parce que c'est pas un travail d'homme, il est vraiment sur des schémas assez primaires. Mais ça existe déjà, et on voit par petits morceaux, à un moment, il longe une rivière, il y a des reflets dans la rivière, d'un arc-en-ciel, si je me souviens bien, c'est moi qui l'ai écrit, mais on a une tendance à oublier les détails, c'est terrible. Et le père est devant un cheval et dit simplement au petit, t'as vu? Il dit pas quoi. Et le petit dit oui. Et donc en fait il regarde la même chose, il voit la même chose. Il y a ces petits moments effectivement où quelque chose se noue, et puis il y a ces grands moments de désespoir dans lesquels Liam, la seule pensée qui existe, c'est que sa femme n'est plus là, et cette pensée terrifiante qui est, si c'était le petit qui avait été tué, on aurait pu le refaire. Mais là, pas.
c'est que des pensées un peu taboues en fait qui émaillent votre livre. Alors toutes les trois, j'avais envie de vous soumettre une phrase que j'ai trouvée dans le livre de Claudie et qui m'a semblé, qui est dite par une romancière dans votre livre, Claudie. Donc je me suis dit que ça collait assez bien. Elle dit, Sophie, nous étions sans cesse, en parlant de son histoire avec Grieg, nous étions sans cesse accompagnés par la réalité et par la fiction qui l'une l'autre se dévoraient. Est-ce que votre manière de vivre votre vie humaine et votre vie d'écrivain ressemble à ce que Sophie décrit dans le livre de Claudie? Bon, peut-être Claudie déjà. Oui, tout à fait. Il y a à la fois parfois un combat entre la réalité et entre la fiction, un combat, mais parfois il y a aussi un jeu entre la réalité, l'empirisme, l'expérience qu'on a en soi, qu'on a vécue, et puis les rêves ou les fantasmes ou l'imaginaire qui est en nous. Voilà, je pense qu'en tout cas, particulièrement pour moi, ces deux-là sans cesse s'entremêlent, l'expérience et puis la fiction. Et parfois, tant mieux qu'on puisse imaginer notre vie. Et puis aussi, tant mieux qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse se servir de notre expérience. Voilà, je pense que c'est ça, cet entremêlement. D'autant plus que mes personnages, maintenant, je ne parle plus de la petite chienne qui s'appelle Yes, mais du couple. Le couple qui a longtemps vécu, qui a tout le temps vécu ensemble et qui vieillit. Et qui, tout en vieillissant, s'aperçoit qu'il vieillit en même temps que le monde, que quelque chose, elle, Sophie, appelle son corps son vieil oncle déglingué. Voilà, il y a quelque chose en même temps d'une sorte de mise à distance avec son corps qu'elle observe. Donc son corps n'est pas seulement un vieil oncle déglingué, là il y a de l'observation, là il y a vraiment presque des sciences naturelles, quelque chose qu'elle pousse, une observation du vieillissement qu'elle pousse jusqu'à laisser prendre des fleurs, faire un bouquet, laisser ce bouquet se faner, laisser ce bouquet vieillir, observer la manière dont les fleurs s'affaissent, dont les fleurs, elles, tombent, dont les pétales deviennent des bajoux, dont le dos se creuse, dont elle observe ça passionnément. Et là, je dirais qu'il y a empirisme de ma part. Oui, expérience, observation. Très important l'observation. Je suis entièrement quelqu'un d'observation. Je note les fleurs, je connais les mots sépales, pétales. Je connais les mots pistil, pollen, comme tout le monde, un peu sans doute. Mais voilà, j'observe ça. Tout autour de moi, la vie aussi, je l'observe. Mais il me semble que cette vie, presque de science naturelle, a absolument besoin d'être transportée, transfigurée, imaginée, emportée par l'imagination, par les fantasmes. Et peut-être que c'est là ce qui est tellement divin, presque dans l'écriture. C'est pourquoi on aime tellement, quand on est romancière, se plonger dans l'écriture, moins dans l'histoire, mais que c'est l'écriture qui prend le devant, parce que l'écriture est une matière absolument fabuleuse et qui, au bout de quelques années, devient presque une nécessité pour vivre et pour respirer. Laurence, pas facile, hein, là. Pas facile. Et en même temps, moi, ce que j'ai envie de vous livrer, c'est que écrire un premier roman à l'âge qui est le mien, alors vous me pardonnerez une petite coquetterie, hein, vous allez deviner, mais je crois que c'est marqué en 4e de couve. Donc. Mais bon, voilà, j'ai pas une vingtaine d'années, j'ai pas une trentaine d'années, donc c'est forcément faire émerger la fiction et le geste d'écrire sur un terreau de vie réelle et d'expérience qui commence à avoir une certaine densité. Et je pense que j'aurais pas écrit la même chose il y a 10, 20, 30 ans. Ça, c'est un premier élément de réponse. Alors après, sur l'intrication entre la réalité et la fiction, moi, j'ai envie de revenir à mes personnages.
parce que eux aussi intriquent en permanence à leur réalité des fictions. Et notamment, il y a un univers de chansons qui traverse... Avec une playlist à la fin, d'ailleurs. Ouais, et il y a une playlist à la fin. Vous pourrez regarder la playlist. Elle est baroque. Mais voilà, ce sont aussi des personnages qui tissent en permanence leur réalité compliquée avec une fiction, avec de la musique, des chansons, éventuellement partagées avec d'autres, mais pas nécessairement. Donc oui, il y a... Voilà. Ça fonctionne, l'intrication, alors il y a vraiment ça. Et vous, Sandrine, il y a des écrivains, une en particulier, qui me disait, moi j'ai besoin de... C'est une fois que je l'ai écrit dans mon livre que je sais que je l'ai vécu. Alors, on n'a pas forcément toujours ce rapport à la fiction. Quel est le vôtre ? Pas entièrement celui-là, heureusement. Mais moi je me retrouve évidemment dans ce que Claudie et Laurence ont dit, parce que j'explique autour de moi. Il y a quelque chose de drôle aujourd'hui, après un certain nombre de romans, quand on dîne avec des amis, avec de la famille, etc., de temps en temps, on écoute, hein, on s'imbibe de plein de choses. Et de temps en temps, j'ai l'impression de faire exactement le même effet que si je leur disais « Ah, ben moi je suis psychiatre ». Bon. Donc là, il y a un blanc et tout le monde se dit « Oups, attention à ce que tu dis ». Je l'ai observé puisque j'ai une marraine qui est psychiatre et à chaque fois qu'on lui demande « Et toi, tu fais… » Enfin, qu'on lui demandait, elle était à la retraite. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Ben moi, je suis psychiatre. » Ah. Et là, vous voyez l'antenne qui dit « Alarme, méfiance ». Et donc moi, quand je dis que j'écris, mais quand surtout autour de moi, on a lu mes premiers romans et qu'on a retrouvé des petites anecdotes, des termes simplement, des expressions dont on s'est dit « Ah, j'ai l'impression d'être à la fois une éponge et une voleuse », et très clairement je suis. Hein. Parce que tout ce que vous nous offrez, moi quand je discute avec des lecteurs, de temps en temps, ils me disent un mot, et je me dis, oh là là, formidable. Enfin, ça va faire quelque chose. Donc voilà, forcément, on vole à la réalité plein de choses pour faire sa fiction. Après, à un deuxième niveau, quelque chose de plus comme ce que Laurence disait après, l'intrication entre oui, bien sûr, entre le réel et la fiction. Moi, je dirais que j'ai un avantage fabuleux qui est mon mari. Et mon mari, quand je viens d'écrire, que j'ai la tête, c'est-à-dire que vous savez, vous avez besoin d'un sas, vous êtes encore complètement dans les personnages, dans cette forêt, dans quelque chose de l'émotion, et que j'arrive dans le salon en disant « Pouh !» et là, soudain, il m'accueille en me disant « Il y a du foot ce soir, c'est plateau télé !» Vous voyez, l'intrication entre la fiction et le réel, dans la fiction, ça s'arrête. Mais ça a l'avantage de remettre vraiment les pieds sur terre. Moi, j'aime beaucoup. Donc votre mari est irremplaçable. Je pense qu'il y en a beaucoup des comme ça, mais, mais oui. Merci Sandrine Colette pour On était des loups, avec la phrase est dans le livre, chez Jean-Claude Lattès. Claudie Hunsinger, Un chien à ma table, publié chez Grasset, et vous expliquez aussi le titre dans le livre. Et Laurence Potte-Bonneville, Jean-Luc et Jean-Claude, chez Verdier, Jean-Luc et Jean-Claude, de vrais personnages issus du réel, à qui vous inventez une deuxième vie magnifique. Merci à tous pour votre écoute et merci à vous pour vos mots. On vous retrouve en dédicace sur vos stands. Vous êtes où? Parce que c'est un vrai bazar de vous retrouver. Vous savez chez qui vous signez? Non? C'est parce que vous êtes quoi, autre rive? Alors moi, je suis à l'autre rive et pas très loin de l'accueil. D'accord. Voilà. Claudie, vous savez où vous êtes? Vous aussi? Et Sandrine? Chez Didier. Très bien. Merci à tous.